Thomas Piketty, le retour. Bonjour Rémi Jarda. Bonjour Jean-Philippe Denis. Rémi Jarda, professeur des universités, en poste à l'université d'Évry-Val-d'Essonne, Paris-Saclay. Thomas Piketty vient de produire une deuxième somme. Voilà, après le Capital au XXIe siècle, Capital et idéologie. Eh oui, voilà le pavé, 1200 pages sur papier Bible, j'ai réussi à me le faire dédicacer. Ça se digère très bien. Pour ceux qui veulent quelques parties indépendantes les unes des autres, c'est faisable aussi. Le seul problème, c'est qu'après, on ne dort plus. Alors, pourquoi? On va peut-être démarrer par le début. C'est quoi la thèse de Piketty dans l'ouvrage? La thèse de Piketty, c'est que finalement, en tout cas d'un point de vue tactique, on va faire, si j'ose dire, de l'ennemi notre objet d'étude, c'est-à-dire l'inégalité. On ne va pas promouvoir l'égalité. C'est toujours plus facile d'attaquer que de défendre. Donc, regardons les inégalités. Et les inégalités ne sont acceptables dans une société que si une idéologie la rend légitime pour tous. Que chacun ait un peu l'impression que c'est justifié, quelle que soit sa position dans la société. Évidemment, ce qui nous montre, c'est à travers des variations géographiques, historiques, multiples, quelque part un peu le ridicule aussi de points actuels de l'idéologie à laquelle nous sommes parvenus. Cette idéologie, c'est le propriétarisme. Voilà. Adieu le libéralisme, mot faussement connoté positivement avec l'idée de liberté. Depuis la révolution industrielle, nous explique Piketty, ce qu'on fait en réalité, c'est qu'on sacralise les biens, les fortunes acquises. Il appelle ça propriétarisme, puis néo-propriétarisme, on va dire, avec les Friedman, Reagan, Thatcher, Chicago Boys, etc. Donc, le propriétarisme, voilà l'ennemi. Et franchement, il nous entraîne dans le sous-développement et il menace la démocratie. Bon, rien que ça. C'est une formule que j'aime bien, hein, c'est que, je crois que vous avez, quand on préparait cette interview, vous avez dit l'inégalité, c'est comme un produit chimique. Oui, voilà, donc Piketty n'est pas un marxiste ni un égalitarisme forcené, mais ce qui l'inquiète, c'est l'exacerbation. C'est-à-dire qu'on est arrivé aujourd'hui à un point d'absurdité des niveaux d'égalité qui est vraiment nocif pour tous. Et donc ça m'inspire cette formule que l'inégalité, c'est comme une substance chimique, c'est la dose qui fait le poison. Et là, visiblement, on a atteint la dose toxique, voire létale pour la démocratie. Donc l'enjeu, c'est ni plus ni moins que cela. Et pour ça, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Plein de choses. Le mieux, ça serait de sortir du dumping fiscal et social à l'échelle européenne. Même si on n'arrive pas à le faire tout de suite, il y a certainement un certain nombre d'initiatives. Ce qui ne rend pas optimiste, c'est que Piketty le dit lui-même, il écrit pour une période de reconstruction. C'est-à-dire qu'il faudra peut-être que quelques catastrophes arrivent pour qu'on ait la lucidité d'admettre l'inadmissible dans ce qu'il dit. Un peu comme Keynes en 1919, qui prévoyait ce qu'allait se passer, et on ne l'a pas écouté avant 1939. 100 ans après, est-on devenu plus sage? Ce n'est pas sûr. C'est là qu'on cauchemarde. Une idée forte, hein, c'est que l'argent, finalement, c'est une chose trop sérieuse pour être laissé aux riches. Ah, voilà, exactement. Donc l'argent est une chose trop sérieuse pour la laisser aux mains d'un riche. Les États allouent quelque part toujours mieux la fortune, notamment en direction de l'éducation pour tous, de la santé, de l'innovation, de la technologie. Le problème, c'est l'érosion de tout ça, mais aussi de notre puissance. Un exemple extrêmement frappant dans le livre, c'est le déclassement de la Chine. La Chine, jusqu'au XVIIIe siècle, c'est la première puissance mondiale. Qu'est-ce qui fait qu'elle décroche et qu'elle est complètement vaincue, dépecée par les Occidentaux? C'est que les Occidentaux, par leur guerre intestine, ont développé une administration qui leur permet de s'approcher des 10% de prélèvements obligatoires sur la richesse nationale et donc de financer de la technologie, un arsenal de guerre, etc. Les Chinois sont restés à 1%. Et cette barrière mentale des prélèvements, elle existe encore au XXe siècle. Avant 1914, on ne peut pas imaginer qu'on puisse faire plus de 10% de prélèvements sur la richesse nationale. On croit que l'économie va s'effondrer. Ce que démontre le bouquin, c'est que clairement, c'est en arrivant aux 30%, 40%, puis 50%, qu'au contraire, on a créé le plus grand décollage technologique, économique, social et la plus grande croissance qu'on ait jamais connue. Et depuis qu'on a freiné, qu'on a arrêté de le faire, les choses vont moins bien. Alors, cherchez l'erreur avec les monétaristes pas ultralibéraux, néopropriétaristes. Alors, un élément, hein, ce concept de propriété temporaire. Voilà. Donc, l'idée
vraiment importante, c'est qu'il faut dépasser un certain nombre de visions. Donc on peut, entre guillemets, dépasser le capitalisme. Ça ne veut pas dire supprimer la propriété privée, hein. Mais ça veut dire, par exemple, passer à des notions de propriété un peu nouvelles. Propriété sociale, propriété temporaire, qui existent déjà, mais qu'on n'utilise pas de manière systématique. La propriété temporaire, c'est par exemple le fait qu'aujourd'hui, il y a une taxe foncière. Donc, quelque part, on érode automatiquement notre propriété. L'autre chose, ce sont les droits de succession. Ce que dit Piketty, c'est puisqu'on y est déjà, augmentons un tout petit peu le curseur. Ça fait vraiment de mal à personne, on le fait de manière progressive. Et en revanche, on pourra donner beaucoup plus de chances et d'opportunités à tous les talents. Alors évidemment, et c'est ce que vous pointez, c'est-à-dire Piketty est peu convaincu qu'il sera entendu. Voilà, donc ça, on le voit en filigrane à plusieurs passages du livre. Et ce qu'on se dit, étant donné les impasses qu'il démontre, puisque probablement il ne sera pas entendu, qu'est-ce qui va nous arriver? Quel sera le choc nécessaire pour qu'on accepte de revoir un certain nombre de choses, qu'on arrête de dire tout ça c'est du marxisme alors qu'il est moins marxiste que jamais. Je précise même que il nous explique par exemple que les États qui réussissent le mieux, même aujourd'hui, même les ordolibéraux ne sont pas propriétaristes autant que nous, puisque les salariés par exemple ont 50% voire plus des voix dans les grands groupes allemands, hein, contrairement aux nôtres d'ailleurs. Donc là aussi il y a plein de choses à faire, il y a plein de nuances, il y a plein de degrés dans l'application de la propriété. Le renouvellement des concepts, c'est important. Donc la propriété éternelle en bonne et due forme qu'on veut juste sécuriser par un état de droit, ça a été bien à une époque. Maintenant, il faut passer à autre chose. Propriété sociale d'une partie seulement, dit-il, les entreprises, puisqu'il faut que les systèmes entrent en concurrence avec les autres. Propriété temporaire pour les personnes individuelles. Et ça, certainement, ça fera du bien à tout le monde aussi. Ça ne sert à rien de mourir avec un tas d'or. Vous nous dites, il nous fait sentir qu'il y a un risque d'éclipse de la démocratie, quand même, avant d'en arriver à ce moment de prise de conscience. Oui, alors, il ne se veut pas alarmiste à ce point-là. La démonstration est implacable, le ton est d'une mesure, il est mesuré comme jamais. Rien à voir avec les chroniques qu'il peut faire dans les journaux, par exemple. Tout est dans la rigueur de la démonstration, les données qui sont mises ensemble, la richesse de la pluridisciplinarité, par exemple. Pour ce qui concerne l'Inde, il est allé chercher les meilleurs anthropologues du moment sur l'Inde, sur la logique des castes. Ça bouleverse pas mal notre vision des choses. Alors là aussi, exemple de décrochage typique, décrochage de l'Inde par rapport à la Chine. Les étudiants chinois nous disent c'est à cause de la démocratie. Ce que tendrait plutôt à montrer les études de Piketty, c'est surtout le sous-investissement chronique dans l'éducation. Héritage anglo-saxon d'ailleurs, puisque le décrochage britannique au XIXe siècle face à l'Allemagne s'explique de la même façon. Très inquiétant pour nous, puisque c'est le même décrochage qui nous guette avec notre sous-investissement chronique en matière d'éducation et de recherche dans notre pays. Donc rien de rassurant dans ce qu'il dit. La seule chose rassurante, c'est qu'on peut penser autrement, qu'on peut outiller d'une manière nouvelle et justifiée et bien étayée des façons d'avoir d'autres projets pour la société qui nous tirent vers le haut. Je dis bien tous, hein, parce que il n'est pas contre les riches ou les ultra-riches. De toute façon, même les riches, dans une dictature, ils sont moins heureux que dans une démocratie. Donc eux-mêmes, ils auront intérêt à ça. Capital et idéologie, ouvrir enfin sérieusement le débat. Merci Rémi Gerda. Merci Jean-Philippe Denis.